Plus d'1 million de terres peuvent tenir dans notre Soleil. De nouvelles recherches montrent qu'entre 20 et 35% des soleils dévorent leur propre planète et qu'un quart des systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles comme le Soleil ont eu un passé chaotique. La chose même qui donne la vie peut aussi la reprendre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil et elles le font toutes d'une manière assez consistante. Il est très probable qu'elles soient restées ainsi depuis qu'elles sont apparues dans le paysage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Cette existence chaotique signifie qu'un système solaire comptait de nombreuses planètes dans sa litière jusqu'à ce que le Soleil hôte décide de les faire fondre. Notre système solaire est parfaitement disposé pour qu'aucune planète n'interfère avec la gravité des autres. La force gravitationnelle de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre, ce qui signifie que si la Terre se rapprochait de Jupiter, nous ne serions qu'une autre lune pour celle-ci. La planète est si grande que si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter équivaudrait à la taille d'un ballon de basket par rapport à elle. Même avec la technologie la plus perfectionnée au monde, il est compliqué de savoir si les étoiles mangent effectivement leur planète. La meilleure façon de l'étudier est d'observer des systèmes binaires. Il s'agit d'un terme scientifique pour désigner un système composé de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. En général, les deux étoiles se sont formées à peu près au même moment, à partir des mêmes gaz et dans les mêmes conditions. Cela signifie qu'elles devraient plus ou moins contenir les mêmes éléments. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu es accueilli par la lumière du soleil qui a parcouru des millions de kilomètres. Plus on s'en approche, plus c'est chaud. Mais les rayons qui voyagent depuis le soleil charrient également certains éléments chimiques qui les rendent uniques. Les atomes associés au soleil sont des matériaux légers comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'hélium. On peut aussi y trouver d'autres substances, mais celles-là demeurent les principales. En étudiant ces éléments, on peut connaître l'histoire d'un système solaire avec suffisamment de détails pour déterminer s'il est instable ou plutôt calme. Les scientifiques ont étudié 107 systèmes binaires composés de soleils comme le nôtre en analysant leur lumière. Comme chaque système contient deux soleils, ils les ont comparés et mis en contraste pour voir les différences. Ils ont observé que les étoiles dotées d'une fine couche extérieure présentaient des éléments différents de ceux de leurs compagnonnes. Tous les soleils contiennent des éléments légers, mais certains ont des éléments rocheux comme le fer, le silicium et le titane à proximité. Ces éléments sont associés au terrain accidenté que l'on trouve sur une surface, mais ils se trouvent là, flottant au milieu de l'espace. La couche externe la plus fine est particulièrement riche en fer par rapport aux autres couches. De nombreuses étoiles sont jumelles à la naissance, mais la plupart des étoiles de la Voie lactée ont une compagnonne dans un système binaire. Cela signifie que notre Soleil est assez unique pour ne pas avoir de partenaire. Mais certaines théories suggèrent que le Soleil a peut-être perdu son jumeau dans le passé. Il se trouve à environ 184 années-lumière et s'appelle HD 186302. Ce pourrait être notre bonne étoile. Les nuages moléculaires sont le lieu de naissance de milliers d'étoiles. Ils sont constitués de gaz et de poussière qui s'effondrent progressivement sous leur propre poids. Notre Soleil a peut-être commencé de cette façon il y a 4,6 milliards d'années. Et lorsqu'elles sont suffisamment matures, elles sortent au grand jour, généralement avec leurs compagnons de voyage. En fait, les scientifiques affirment que jusqu'à 85% de toutes les étoiles pourraient être en paires binaires, ou avoir encore davantage de potes, mais plus de 50% sont des paires binaires. Le seul problème est que nous ne pouvons pas vraiment le voir puisqu'il s'est écarté de son orbite originale il y a une éternité. Mais on peut en trouver des traces dans le nuage de Oort. Il s'agit d'un vaste amas spatial composé de comètes, de roches spatiales et de glace situés aux confins de la zone d'influence de notre Soleil. Ces objets flottent beaucoup puisqu'ils sont loin de la gravité du Soleil et peuvent facilement être éjectés de leur orbite dans l'espace. Voler à travers un tel espace n'est pas différent de voler à travers n'importe quel vide spatial. La raison pour laquelle certains de ces éléments légers se trouvant dans l'espace contiennent des éléments rocheux que l'on trouverait à la surface d'une planète est que le Soleil les a fait sortir de leur orbite et les a dévorés quand ils se rapprochaient. Cela se produit également lorsqu'une étoile devient trop grosse et commence à manger tout ce qui l'entoure. Selon les scientifiques, si une étoile mange une planète, cela peut la rendre instable et la faire tourner si vite qu'elle finit par se déchirer. Mais pas de panique, il y a très peu de chances que le Soleil dévore notre planète dans un avenir proche. Les étoiles se forment lorsqu'un énorme nuage d'hydrogène et d'hélium croît jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. La pression augmente et atteint des niveaux de chaleur extrêmes que nous ne pouvons même pas mesurer. Les atomes d'hydrogène finissent par perdre leurs électrons, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène et la libération d'énergie.
contrant ainsi l'effondrement par gravité. Mais lorsque la force gravitationnelle l'emporte sur la fusion de l'hydrogène, l'étoile commence à se dilater et devient une géante rouge. Puis, après environ 1 milliard d'années, l'hydrogène du noyau externe disparaît, laissant une grande quantité d'hélium qui fusionne avec les autres éléments présents. Et une fois que tout l'hélium aura disparu, la gravité réduira la géante rouge à l'état de naine blanche. Et lorsqu'elle a totalement disparu, les restes de l'étoile libèrent des tonnes de gaz et de poussière dans l'espace. Les scientifiques affirment que notre Soleil a encore entre 7 et 8 milliards d'années avant d'atteindre ce stade. Mais même si cela devenait une réalité, cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour qu'une telle chose se produise. Mais que se passerait-il si le Soleil décidait de nous dévorer du jour au lendemain à l'heure où nous parlons ? La planète commencerait à se réchauffer en quelques secondes. Chaque légère variation de degré peut entraîner des événements catastrophiques. Les calottes glaciaires peuvent fondre en quelques secondes et inonder les terres côtières. Même les petites îles des régions reculées du monde seraient submergées. Et comme il ferait plus chaud, toutes les régions enneigées fondraient instantanément et évolueraient vers un climat désertique. Certains endroits brûleraient et des objets quotidiens fondraient sur place. L'intérieur de la Terre se réchaufferait également, ce qui entraînerait des éruptions volcaniques dans le monde entier. L'Antarctique fondrait sous l'effet de la chaleur et les volcans entreraient en éruption. Et en quelques minutes, la planète entière se transformerait en une boule de feu et de cendres avant d'exploser en petits morceaux flottant dans l'espace, atteignant des régions dont nous n'avons même jamais entendu parler. Mais ne t'inquiète pas, une telle chose n'arrivera pas vraiment. Si le Soleil interrompt notre rotation, les résultats seront différents. Il fera également chaud, car le champ magnétique qui nous entoure nous protège des radiations du Soleil. Et si nous nous trouvons déréglés, le champ magnétique le sera également, et la chaleur extrême du Soleil nous fera bouillir. La force gravitationnelle deviendra instable, donc la physique de notre vie quotidienne sera un chaos total. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que le Soleil devienne une géante rouge. Sa taille augmentera et il finira par dévorer Mercure et Vénus. Il y a de fortes chances que la Terre soit également au menu. Si la Terre devait se rapprocher du Soleil de seulement 1 500 000 km, elle deviendrait inhabitable. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est seulement 4 fois la distance entre la Lune et la Terre. La détection de la composition chimique des rayons solaires dans des systèmes plus éloignés pourrait aider les scientifiques à trouver d'autres planètes semblables à la Terre. Comme l'atmosphère autour de ces étoiles dévoreuses de planètes modifie cette composition chimique, nous pouvons détecter les systèmes solaires qui ont eu un passé calme. La principale chose que nous devons observer est si les planètes ont un cycle orbital sain. Si rien d'autre ne s'y oppose, nous pouvons supposer que la planète pourrait suivre les mêmes étapes que la Terre qui ont permis l'avènement de l'espèce humaine. Mais ce processus prendra des siècles, car il existe des millions d'étoiles proches, similaires à notre Soleil. À ce rythme, les chances de trouver une planète semblable à la nôtre sont quasi inexistantes. Mais si c'est le cas, alors il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une vie intelligente, mais elle pourrait avoir connu le même destin évolutif que nous. Imagine une planète errante, un vagabond cosmique que personne ne voudrait raccompagner à la maison. En gros, une planète errante a déjà été éjectée de son propre système stellaire et flotte désormais sans but dans l'espace. Comme un cow-boy solitaire cosmique. Ces planètes ne sont pas purement théoriques. Elles existent et les scientifiques en ont même détecté dans notre galaxie. En fait, les estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir beaucoup de ces cosmonomades flottant autour de la Voie lactée. Et ce ne sont pas seulement de petits univers rocailleux comme la Terre. Certains d'entre eux sont des géantes gazeuses massives, plusieurs fois plus grandes que Jupiter. Ces mastodontes pourraient potentiellement avoir leur propre lune et même leur propre mini-système en orbite autour d'eux. Par exemple, l'une des planètes errantes les plus célèbres que nous connaissons porte un nom compliqué. Tiens, tu le lis toi-même. Elle est située à environ 80 années-lumière de la Terre et elle a été découverte en 2013. Sa masse est estimée à environ 6 fois celle de Jupiter et elle serait âgée d'environ 12 millions d'années. Et oui, ce n'est pas parce que ces solitaires cosmiques n'ont pas d'étoiles qu'ils sont méga froids. Ils peuvent encore générer de la chaleur et de la lumière à partir de leurs propres procédés internes. Certains peuvent même avoir des champs magnétiques et des aurores, tout comme la Terre. En d'autres termes, les planètes errantes pourraient potentiellement être habitables si elles réunissaient les bonnes conditions. Alors, à quoi ressemblerait la vie sur une telle planète ? Et pourrions-nous éventuellement vivre dans un tel monde ? Eh bien, exister sur une planète errante peut être une existence très solitaire.
Il n'y a pas de soleil pour se prélasser, pas d'atmosphère douillette pour se blottir et pas de voisin cosmique avec qui faire un barbecue. Ouch. C'est pourquoi il faut faire preuve de créativité. Commençons par le problème le plus évident. Il sera difficile de se passer de lumière et de chaleur. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Eh bien, nous devrions probablement investir dans des chauffages spatiaux très sophistiqués et porter des combinaisons spatiales dernier cri et super chaudes. Nous pourrions aussi inventer une toute nouvelle façon de produire de l'électricité sans dépendre de l'énergie solaire. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser l'énergie géothermique? Ça, c'est du sérieux. Chaque planète possède une source de chaleur interne. Sans elle, elle ne serait que des roches froides et sans vie flottant dans l'espace. Cette source de chaleur pourrait être exploitée et utilisée pour tout alimenter, des maisons aux usines en passant par les vaisseaux spatiaux. C'est comme si tu avais un jacuzzi assez grand pour alimenter une ville entière. Et cette ville sera très assurément située sous terre, au plus près de la source de chaleur. Concernant la lumière, il nous faudrait probablement fabriquer des lampes de poche ultra puissantes. Ou peut-être même apprendre à créer génétiquement des organismes bioluminescents pour éclairer nos maisons. Imagine des bases spatiales envahies de champignons et de plantes fluorescentes. D'ailleurs, en parlant de plantes, la présence de végétaux serait assez difficile à obtenir sans étoiles. Alors, que mangerions-nous ? Eh bien, nous pourrions utiliser les mêmes sources géothermiques dont nous avons parlé, ou certaines réactions chimiques pour subvenir à nos besoins. Et peut-être que nous développerions un goût pour les aliments riches en soufre ou que nous commencerions à fermenter nos propres boissons à partir de la boue volcanique bouillante. Miam! Mais outre la nourriture, nous avons un problème plus important. Vivre sur une planète errante serait à couper le souffle, littéralement, car nous n'aurions pas d'air. Tu vois, toutes les planètes errantes n'ont pas une atmosphère viable et stable. Tout dépend de leur taille, de leur composition et d'autres facteurs. Mais même si notre nouvelle maison avait une atmosphère, elle pourrait être incroyablement fine et précaire. Nous n'aurions pas de joli ciel bleu ou de coucher de soleil spectaculaire à admirer. Au lieu de cela, nous regarderions dans le vide infini de l'espace où les étoiles seraient plus brillantes que jamais. Et oublie les phénomènes météorologiques. Sans atmosphère pour les créer, nous n'aurions ni pluie, ni neige, ni orage. Et ce ne sont là que les plus mineurs des problèmes. Le pire, c'est que la température de la planète fluctuerait énormément, passant d'une chaleur insoutenable à un froid insupportable. Ce serait comme vivre dans un four que l'on allumerait et éteindrait en permanence. Et enfin, nous serions exposés à toutes sortes de débris spatiaux et de radiations cosmiques. Alors, si tu ne veux pas te transformer en chips, tu devrais investir dans une excellente protection solaire. Mais comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Il faudrait trouver un moyen de produire notre propre oxygène et probablement créer quelque chose comme une biosphère de l'air spatial. Par exemple, nous pourrions faire pousser des plantes capables de générer de l'oxygène, ou nous pourrions apprendre à filtrer l'air comme le ferait un purificateur de haute technologie. Enfin, il nous reste le dernier problème le plus important, trouver de l'eau. Et c'est là que les océans sous-marins nous viennent en aide. Là, nous plongeons vraiment au cœur des possibles. Mais sérieusement, les scientifiques suggèrent que certaines de ces planètes pourraient effectivement posséder des océans sous-marins. Ce serait comme vivre sur un ballon d'eau géant qui aurait été enfoui sous terre avec un sol sous tes pieds fait de glace et de roches. En d'autres termes, nous pourrions tout simplement puiser dans ces océans souterrains. Ils pourraient nous fournir une source d'eau pour la boisson, l'agriculture et la fabrication. Peut-être même d'autres ressources et matériaux que nous n'avons jamais vus auparavant. Et à propos, qui sait quelles créatures étranges pourraient se cacher dans ces mers souterraines ? Mais rassure-toi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Même si nous n'avons pas d'oasis souterraine, il existe encore d'autres options. Nous pourrions obtenir de l'eau des comètes, de l'extraction de glace et même de l'atmosphère, celle que nous venons de créer tout à l'heure. Enfin, nous devons trouver et extraire des ressources pour construire nos maisons et d'autres choses. Et une planète errante n'a pas forcément le même type de ressources que celle en orbite autour d'une étoile. C'est comme essayer de trouver des trésors dans un désert. Ce n'est pas vraiment gagné d'avance. Il se peut que nous devions compter sur les ressources des astéroïdes proches et d'autres choses de ce genre. Et si nous voulons extraire des ressources de la planète elle-même, nous devrons peut-être percer des kilomètres de glace et de roches. Mais si tu es prêt à relever le défi, il y a toujours une chance que tu fasses fortune sur une planète errante. Et qui sait, peut-être découvriras-tu de nouvelles ressources encore plus précieuses que l'or ou les diamants. Super! On dirait que nous avons résolu les problèmes les plus importants. Il pourrait y avoir encore d'autres petites difficultés.
Par exemple, nous devrions également faire face à des jours et des nuits très longs en fonction de la vitesse de rotation de notre planète. Et nous n'aurions pas un cycle jour-nuit normal et régulier. La rotation de notre planète pourrait être totalement imprévisible. Peut-être aurions-nous des semaines de nuit suivies de semaines de jours, ce qui pourrait vraiment perturber nos horaires de sommeil. Nous devrions peut-être mettre au point un café particulièrement fort pour tenir le coup pendant ces longues et sombres nuits. Mais théoriquement, nous pouvons nous adapter à toutes ces choses et surmonter tous les défis. Et enfin, bienvenue sur la planète errante, là où le soleil ne se lève jamais, mais où les aventures ne s'arrêtent jamais non plus. Grâce à notre technologie avancée, nous avons réussi à créer un environnement confortable et habitable dans ce monde autrefois stérile. Le ciel au-dessus de nous est maintenant d'une belle nuance de bleu, rempli de nuages blancs duveteux et d'un troupeau occasionnel de créatures volantes. Que demander de plus ? Lorsque nous nous aventurons hors de nos habitats souterrains, nous sommes accueillis par un monde plein de surprises. Des plantes et des animaux étranges se sont adaptés aux conditions uniques de cette planète, certains ayant des caractéristiques bioluminescentes qui brillent dans l'obscurité. Et fais attention si tu veux aller nager dans les océans souterrains. Ils pourraient abriter des créatures bizarres qui veulent se régaler de... Eh bien, tu vois ce que je veux dire, non ? Peut-être. Comme tu peux le constater, nous avons créé des villes tentaculaires et des communautés prospères, alimentées par l'énergie géothermique de la planète. Nous avons également créé un tas de sources de lumière artificielle qui éclairent les nuits sombres et froides. Bien sûr, nous avons encore quelques problèmes de guidage et de mesure du temps. Mais les choses ne sont pas aussi ennuyeuses qu'avant, n'est-ce pas ? Dans l'ensemble, vivre sur une planète errante aurait certainement ses défis. Mais cela pourrait être aussi une façon assez excitante de découvrir l'univers. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous trouverons une telle planète et la transformerons en une métropole intergalactique animée. Mais d'ici là, profitons de notre chère Terre et protégeons-la. Si le soleil arrêtait de produire de la lumière, les animaux sauvages seraient les premiers à en subir les conséquences. La plupart des animaux ont besoin de la lumière du jour pour se déplacer d'un endroit à un autre, surtout dans les grandes savanes d'Afrique. Les zèbres, les gnous et les girafes, tous dépendent de la lumière pour circuler et éviter les prédateurs. Dès que le soleil se couche, ils se couchent eux aussi. Si le soleil s'éteignait soudainement, les animaux ne comprendraient pas ce qui se passe, et ils se feraient tout simplement manger par ceux qui les chassent. Les créatures nocturnes seraient tout aussi désorientées par ce changement. Les oiseaux se regroupent généralement pendant la journée. Nous ne les entendrions ni ne les verrions donc plus. Or, nous devons leur être reconnaissants. Ils mangent un grand nombre des insectes qui nous sont nuisibles. Enfin, eux et les chauves-souris. Si tu te trouves dans une région où les chauves-souris sont absentes, alors sache que ce sont les bestioles qui règnent en maître. Les températures commenceraient ensuite à baisser progressivement. Les humains en sentiraient aussi les effets. Nous sommes habitués à ce que le soleil brille au plus fort vers midi. Mais si notre astre ne nous dispensait plus sa bénéfique lumière, nous vivrions dans une obscurité totale. Nous ne ferions plus que survivre. Si le soleil s'éteignait soudainement, il ne nous resterait qu'environ 8 minutes pour profiter de sa lumière. Tout simplement parce que c'est le temps qu'il lui faut pour parcourir les milliers de kilomètres qui séparent le soleil de notre planète bleue. Nous n'aurions d'autre choix que d'utiliser des lampes UV pour nos champs, mais ce ne serait pas suffisant pour nourrir tout le monde. Et c'est sans parler de la baisse des températures sur la totalité du globe. Survivre serait très difficile dans les plaines. Nous serions forcés de nous réfugier dans des abris et des bunkers pour être au chaud. Les plantes ont besoin de la photosynthèse pour pousser. Sans elles, nous n'aurions pas de récolte. Le pain n'existerait plus puisqu'il est fait de blé. Même les algues dans les océans, notre plus grande source d'oxygène, se développent grâce à la photosynthèse. Cela signifie que les niveaux d'oxygène commenceraient à baisser également. Comme les lacs, les océans et les mers, commenceraient aussi à manquer de l'oxygène nécessaire à la vie aquatique. L'une de nos principales sources de vitamine D est le soleil. Il y a d'autres façons de l'obtenir, mais le soleil est le meilleur moyen et le plus pratique. Sans culture ni végétation, les herbivores consommeraient très vite les dernières herbes et les dernières feuilles, et il manquerait bientôt fatalement de nourriture. Ce qui serait une mauvaise nouvelle pour nous aussi, les humains, car nous dépendons des animaux pour vivre. Des vaches, des chevaux, des moutons, et ainsi de suite. Cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Bien sûr, les océans resteraient chauds pendant un certain temps, mais finalement, ils se refroidiraient et gèleraient.
La Terre est une planète dont le noyau de fer produit des quantités considérables de chaleur. Mais cela ne serait pas suffisant pour nous garder au chaud. Notre première mission, ce serait de trouver un bon refuge à l'abri du froid. Si cela se produisait du jour au lendemain, il y a de fortes chances que nous n'ayons pas les bunkers nécessaires à un tel scénario. Mais peut-être que regarder cette vidéo t'aura incité à en construire un. Ton abri devra fournir de la chaleur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et être équipé de lampes UV pour cultiver des plantes. Toutes les installations fonctionnant à l'énergie solaire seraient choses du passé. Il nous faudrait porter des combinaisons spécialement conçues pour nous aventurer à l'extérieur. Comme il ferait très sombre, nous devrions être munis de lampes puissantes ou de lunettes de vision nocturne afin de ne pas nous égarer. Les terres seraient dévastées. Les créatures nocturnes, capables de supporter des températures glaciales, en deviendraient les maîtres. Les structures mêmes s'effondreraient avec l'épuisement de l'oxygène. Le béton en a besoin pour se conserver. Dans les bunkers aussi, l'oxygène serait limité. Il faudrait déraciner de nombreux arbres et les placer sous nos lampes UV afin qu'ils nous fournissent un air respirable. Et dans le meilleur des cas, tout un écosystème souterrain verrait alors le jour. Les océans, à la surface, finiraient par geler. Récupérer des ressources naturelles au fond de l'océan, comme le gaz ou le pétrole, serait impossible. Cet immense objet, qui était autrefois une étoile brillant de tous ses feux, flotterait toujours dans l'espace. Mais que se passerait-il si le Soleil disparaissait du jour au lendemain? Eh bien, à peu près la même chose, mais en bien pire. Le Soleil est le plus grand objet céleste de notre système solaire et il maintient toutes nos planètes alignées. Elles orbitent autour de lui et restent bien tranquilles à leur place. Sans cet objet stabilisateur, les planètes se mettraient à errer, vagabondes. Il se pourrait même que des collisions se produisent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sans le Soleil, le système entier se désarticulerait et les plantes seraient condamnées à flotter au hasard à la recherche d'une nouvelle étoile autour de laquelle graviter. La Terre pourrait être l'une de ces planètes. Notre planète serait quand même plongée dans l'obscurité. Nous voyagerions dans l'espace à une vitesse exceptionnelle. La Terre ne tournerait pas sur elle-même et de nombreux objets viendraient s'écraser sur nous. Nous serions dans la trajectoire des comètes et elles seraient probablement nombreuses à nous percuter. La menace du froid ne serait plus si importante. Mais le danger serait tout autour de nous. Cela signifie que nous devrions creuser nos bunkers encore plus profondément. Nous n'aurions plus d'atmosphère pour nous protéger. Nous flotterions dans l'espace pendant une éternité. Mais revenons à ce scénario dans lequel le Soleil s'est tout simplement éteint. Ne t'inquiète pas, notre planète serait toujours en orbite autour de son astre avec les autres planètes. Les températures continueraient à chuter jusqu'à ce que plus rien ne puisse survivre à la surface. L'obscurité serait totale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Seules certaines bactéries et éventuellement des tardigrades seraient en mesure de survivre. Les tardigrades sont des créatures microscopiques qui peuvent rester en vie dans presque n'importe quelle condition, y compris dans l'espace. Finalement, l'oxygène serait absent de la surface de la Terre et il n'y aurait plus rien là-haut à part eux. Comme ils seraient les créatures dominantes, et peut-être même les seules, ils parviendraient à évoluer, à grandir et à donner naissance à de nombreuses autres espèces. Des centaines de milliers d'années dans le futur, les humains auront peut-être évolué en s'adaptant aux conditions souterraines. Nos yeux seront beaucoup plus grands afin de capter le plus de lumière possible. En l'absence du soleil, notre peau aura perdu toute pigmentation. Notre ouïe sera aussi beaucoup plus sensible, car les échos sont nombreux dans les souterrains. Notre intellect sera intact et nos corps seront enfin prêts pour la surface. La principale menace, ce seront les tardigrades géants qui régneront paresseusement à la surface. Sous un microscope, ils ont l'air plutôt mignons, mais imagine-les de la taille d'un ours polaire. Ne prendrais-tu pas tes jambes à ton cou si tu en voyais un dans ton jardin ? Ils peuvent vivre n'importe où, donc ils pénétreraient dans les bunkers de temps en temps. Ils deviendraient méchants et se présenteraient sous différentes tailles et sous diverses formes. À ce stade, les humains ne seraient plus l'espèce dominante, étant restés cachés sous terre pendant si longtemps. Les tardigrades, formant différentes tribus, se livreraient des guerres. Les grandes villes, autrefois animées, abriteraient ces oursons d'eau géants. On donne communément le nom d'oursons d'eau aux tardigrades, car ils ressemblent un peu à de petits ours. Mais ces bêtes à 8 pattes seraient en réalité bien plus grandes. Les ours et la plupart des animaux auraient été anéantis. Sous la glace, certaines créatures des profondeurs prospéreraient et se seraient rapprochées de la surface. Ces animaux étaient déjà habitués à vivre dans l'obscurité, loin du soleil. Mais après avoir dominé les eaux pendant des milliers d'années, ils auraient atteint des proportions énormes. Certaines de ces créatures s'adapteraient et ramperaient sur la terre ferme. Même sur un sol gelé, elles trouveraient le moyen de se frayer un chemin.
Les humains, quant à eux, créeraient de grands canaux et réseaux souterrains, construisant des villes et des colonies. Nous dominerions ces tunnels et nos mains et nos pieds prendraient la forme de grandes palmes. Nous prendrions le contrôle de tout ce qui se trouve sous terre et resterions l'espèce la plus intelligente. Nous parviendrions à conserver toutes nos anciennes œuvres d'art, ainsi que les dossiers qui nous rappelleraient notre passé sur Terre. Nous nous efforcerions de survivre coûte que coûte. Tu ne vois pas? En fait, notre Soleil contient absolument toutes les ondes du spectre lumineux. Il est à la fois rouge, bleu, vert, jaune, et j'en passe. D'après toi, d'où viennent les arcs-en-ciel? Lorsque la lumière du soleil se reflète sur des gouttelettes d'eau dans l'air, elles se divisent en un ensemble d'ondes colorées que nous pouvons voir individuellement. Et lorsqu'elles sont toutes réunies, nous percevons un rayon de lumière blanche. Nos yeux sont incapables de saisir le concept de toutes les couleurs en même temps. C'est pourquoi leur combinaison nous semble blanche. Attends, me dis-tu, mais pourquoi le blanc? Le soleil n'est-il pas jaune? Oui, il est jaune aussi, mais s'il te plaît, ne le fixe surtout pas pour le vérifier. Il apparaît bien blanc lorsque nous l'observons depuis la Station spatiale internationale. C'est la couleur réelle du Soleil, telle que nos yeux l'aperçoivent. Il prend une teinte jaunâtre lorsque ses rayons sont dispersés dans l'atmosphère terrestre. Notre atmosphère ne laisse pas bien passer les rayons bleus du spectre. Mais les rouges, bien sûr. Et pourquoi pas? C'est d'ailleurs pour cela que le ciel nous paraît bleu. L'atmosphère disperse cette teinte un peu partout. Au lever et au coucher du soleil, les courtes ondes bleues sont réfléchies, mais les longues ondes rouges nous parviennent parfaitement. C'est pourquoi nous voyons les couchers de soleil rose, orange ou rouge. Mais que se passerait-il si le soleil avait une autre couleur? Pour répondre à cette question, répétons rapidement ce que nous avons appris. Premièrement, le soleil contient tout le spectre des couleurs. Deuxièmement, notre atmosphère est du genre rayon bleu, nope, rayon rouge, quand tu veux. Tu as donc probablement déjà deviné ce qui se passerait si le soleil était, disons, rouge. Le monde entier ressemblerait à ce qu'il est lors des couchers de soleil. Pas mal, non? Nous n'aurions même pas besoin d'attendre le soir pour admirer le ciel écarlate. De l'eau orange et une lune rouge vif, oui, ce serait moins lumineux que ce à quoi nous sommes habitués, mais ce serait quand même pas mal. D'ailleurs, un jour, le soleil deviendra vraiment rouge. À la fin de sa vie, il se dilatera et se transformera progressivement en géante rouge avant de s'éteindre. Mais, ce ne sera pas très amusant pour nous, alors. Espérons que nous ne serons plus là pour voir ce moment. Je sais que moi, en tout cas, je ne serai pas là. J'ai une fête à laquelle je dois absolument aller. Et si le soleil était vert? La vérité, c'est que le soleil est vert. Oh, je sais, je t'entends d'ici. Attends, tu te moques de moi? Tu ne viens pas de dire qu'il était blanc? Bonne remarque, d'ailleurs. Pas exactement, mon pote. Le soleil a juste l'air d'être blanc. Mais techniquement, sa température est d'environ 5500 C, et la longueur d'onde maximale du spectre du soleil correspond à la teinte vert-bleu. Mais pour s'assurer que le soleil est bien vert, il faut occulter le reste du spectre visible. Notre atmosphère laissera alors passer une couleur verte pure. Que se passera-t-il alors? Tout sera vert, et tout deviendra aussi un peu plus sombre. Avoue que ce n'est pas si facile d'être vert. Bon, passons à autre chose. Maintenant, peignons le soleil en bleu. Les étoiles bleues existent réellement. On les appelle les géantes bleues. Heureusement, notre soleil n'en fait pas partie. Pourquoi heureusement? Parce que si c'était une géante bleue, ce serait une étoile jeune, belle, incroyablement grande et très, très chaude. La logique, le rouge est chaud, le bleu est froid, ne s'applique pas aux étoiles. Les étoiles les plus chaudes sont blanches et bleues, et les plus froides sont jaunes et rouges. En fait, notre soleil est très froid, comparé à d'autres étoiles. Prends la température moyenne de ta ville et multiplie-la par des centaines de milliers. Oui, nous sommes aux prises avec le réchauffement climatique. Mais l'embrasement de la planète? Non. Merci, on va éviter. Quoi qu'il en soit, imaginons que le soleil devienne bleu. Comment verrions-nous le monde? Étonnamment, rien ne changerait. Tu te souviens que j'ai dit que l'atmosphère diffuse la lumière bleue? C'est pourquoi, dans ce cas, tout resterait pratiquement inchangé. Le ciel deviendrait peut-être plus bleu, mais nous ne verrions pas de grande différence. Enfin, l'option la plus sombre, sans jeu de mots. Et si notre soleil devenait noir? Fais des réserves de lampes et de bougies, car il n'y aura plus de lumière. Partout dans le monde, les gens utilisent l'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous ne pouvons plus non plus voir la Lune. Après tout, si nous pouvons l'observer aujourd'hui, c'est uniquement parce que les rayons du soleil se reflètent sur elle. Il ne nous reste donc plus que les étoiles pour éclairer nos nuits. Mais elles ne nous sont pas d'un grand secours. Heureusement, ce scénario est totalement irréaliste et il n'y a pas d'étoiles noires, n'est-ce pas? Eh bien, non, il n'y a pas d'étoiles noires. Et pourtant,
Notre Soleil finira un jour par devenir complètement noir. Et je ne parle pas d'un trou noir. Je parle ici de naines noires. Tu as probablement entendu parler des naines blanches. Peut-être même de 7 nains. Hihihi. Lorsqu'une étoile comme notre Soleil est sur le point de finir sa vie, elle se dilate et se transforme en géante rouge. Puis, perdant progressivement ses couches supérieures, elle se transforme en naine blanche. Ne produisant plus de combustible, elles se refroidissent lentement. Il ne reste plus qu'un petit noyau qui vit sa vie et brûle de 1000 feux. Et lorsque l'étoile se refroidit complètement, eh bien, oui, c'est vrai, elle se transforme en naine noire. Mais tu n'en as probablement jamais entendu parler. Pourquoi ? Parce que, surprise, elle n'existe pas. Et non, je n'ai pas menti. Le fait est qu'une étoile a besoin d'environ 1 quadrillion d'années pour se transformer en naine noire. Et notre univers est encore un bébé. Il n'a qu'environ 14 milliards d'années. Aucune étoile n'a donc encore atteint ce stade. Même les plus anciennes émettent encore un peu de lumière. C'est pourquoi les étoiles noires ne sont qu'une théorie. Et il est peu probable que nous puissions un jour en voir un jour une. Mais souviens-toi du célèbre dicton « Les étoiles que nous voyons la nuit sont déjà des fantômes car leur lumière ne nous parvient que maintenant ». C'est un mythe. Elles sont toutes encore vivantes. Et c'est tant mieux. Pourquoi est-ce que je te raconte tout cela ? Imaginons que notre Soleil se transforme en naine noire. Tout le système solaire serait immédiatement plongé dans l'obscurité absolue. Il ferait également très froid. La Lune quitterait son orbite et s'écraserait sur la Terre. Attends une minute. Oublions ce moment et supposons que nous sommes encore en vie. Heureusement, nous ne gèlerions pas instantanément, comme tu pourrais le penser. Le noyau de la Terre a sa propre température, plus de 5000 C. Mais les températures à la surface de la planète chuteraient tout de même immédiatement à 0 °C. Le noyau se refroidit progressivement. Tous les 2 mois, sa température serait multipliée par 2. En seulement 2 mois, la température à la surface de la Terre serait de 123 degrés C. Et 1 an, elle atteindrait 270 degrés C. La plupart des plantes disparaîtraient rapidement, non pas à cause du froid, mais de l'absence de photosynthèse. D'autres vivraient un peu plus longtemps grâce à l'oxygène encore présent dans l'atmosphère. Et curieusement, les arbres survivraient très longtemps. Ils ont un métabolisme lent et puisant du sucre dans le sol. La couche supérieure des océans gèlerait assez rapidement. Heureusement, cette épaisse croûte de glace isolerait les eaux profondes, de sorte que l'océan tout entier ne gèlerait pas avant un certain temps. Les créatures marines se porteraient plutôt bien. Elles existaient bien avant nous et sont déjà habituées aux changements de température extrêmes, au manque d'oxygène et de nourriture, aux pressions énormes et aux autres joies de la vie en eau profonde. Et nous, les humains ? Tout d'abord, nous commencerions à tomber malades. Sans vitamine D, les gens seraient confrontés à un grand nombre de problèmes de santé. Par ailleurs, notre corps a besoin de la lumière du soleil pour produire de la mélatonine. Cette mélatonine nous aide à comprendre quand nous devons nous coucher et nous réveiller. Si les gens n'avaient pas cette hormone, leur corps deviendrait très perturbé et ne comprendrait pas s'il a besoin de dormir ou non. Cela signifierait des insomnies pour de nombreuses personnes. Mais nous pourrions quand même survivre. Nous aurions 2 options. Construire des sous-marins géants et descendre dans les profondeurs de l'océan, plus près du noyau de la Terre. Ou rester à la surface et vivre notre vie dans un endroit où nous aurions des sources d'énergie géothermique. En Islande, par exemple. Nous pourrions aussi nous installer près des volcans, dont la chaleur suffirait à nous réchauffer pendant longtemps. Notre vision s'adapterait à l'obscurité. Mais à un moment donné, elle atteindrait son maximum. Il faudrait donc s'habituer à vivre dans le noir complet. Mais qui sait ? Peut-être que nous nous adapterions aussi à cette vie. Quelle option préférais-tu ? Vivre au fond de l'océan dans un sous-marin ou à la surface près des volcans ? D'où nous nous trouvons, le soleil semble très calme et paisible, mais comme les êtres humains, et tous les êtres vivants de la planète d'ailleurs, le soleil possède ses propres phases et entre parfois en activité. Les conséquences sont bien plus importantes et chaotiques lorsque le soleil devient hyperactif. Zoomons pour voir ce qui se passe là-haut. L'une des façons de mesurer l'activité de notre étoile est de compter les taches solaires à sa surface. Les taches solaires sont des zones sombres qui se forment lorsque le champ magnétique du soleil est soumis à une forte activité. C'est simple, plus il y a de taches solaires, plus l'activité du soleil est intense. Et il semble que le soleil ait fait la fête comme jamais ces derniers temps. Le nombre de taches solaires observées par les scientifiques est le plus élevé observé depuis près de 21 ans. En juin, 163 taches solaires sont apparues à la surface du soleil. La dernière fois qu'autant de zones sombres ont été dénombrées sur le soleil, c'était en septembre 2002, avec 187 taches.
Oh, il semblerait que cette fête chaotique se rapproche doucement de son point maximal, ce que l'on appelle le maximum solaire. Comment tout cela se produit-il ? Le champ magnétique du Soleil est puissant et organisé d'une certaine manière. Néanmoins, comme nous l'avons dit précédemment, il arrive parfois que tout s'en mêle, un peu comme une boule d'élastique qui se retient tous ensemble, très étroitement. Lors de ces périodes, cela signifie que le plasma semble éclater et former des boules. On les appelle éruptions solaires et éjections de masse coronale, EMC. Ces balles de plasma produites dans la couronne solaire, atmosphère externe du Soleil. Puis, à un moment donné, au moment où l'activité du cycle solaire atteint un pic, le champ magnétique change de polarité. Le pôle nord et le pôle sud de l'astre s'intervertissent. Tout cela se produit tous les 11 ans, ou à peu près. Ainsi, lorsque le Soleil entre dans cette phase où il devient très actif, il projette des bulles de plasma chaudes, taches sombres aussi grandes que des planètes, et libère de puissantes éruptions d'énergie et de radiation. Lorsque l'activité du Soleil devient de plus en plus intense, il se passe quelque chose de fascinant. Une proéminence de la couronne polaire, PCP, phénomène parfois appelé cascade de plasma. Il s'agit d'une mini-éruption de plasma qui se déclenche sur le Soleil et qui semble vouloir fuir, mais le champ magnétique du Soleil l'attire avant qu'elle ne puisse s'échapper dans l'espace. Cette cascade de plasma est vraiment spectaculaire. Elle peut s'élever jusqu'à 32 000 km au-dessus de la surface. C'est comme si vous empiliez 8 terres l'une sur l'autre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un vortex polaire. Il s'agit d'un gigantesque halo de plasma qui tourne très rapidement autour du pôle nord du Soleil. Ce tourbillon se forme lorsqu'un grand filament de plasma se détache et tourne avant de retomber vers la surface, un peu comme une cascade de plasma. Les scientifiques ne savaient pas pourquoi ce plasma reste si longtemps au-dessus de la surface du Soleil. Parmi les exemples d'éjection de masse les plus intéressants, il convient de citer une EMC géante en forme de papillon en mars de cette année. La forme inhabituelle détectée s'explique par le fait qu'elle a explosé du côté du Soleil que nous ne pouvions pas voir, de sorte qu'il était impossible de bien observer et d'en mesurer pleinement la force. Heureusement, le plasma n'a pas explosé dans notre direction, mais il pourrait avoir légèrement heurté Mercure et projeté des poussières et des gaz, car Mercure possède un faible champ magnétique. Tout cela semble fascinant, mais ce n'est pas réellement une bonne nouvelle pour nous. À cause de tout cela, nous pourrions connaître des tempêtes solaires plus intenses, qui sont susceptibles, elles aussi, de provoquer des tempêtes géomagnétiques sur Terre. Les tempêtes géomagnétiques n'ont pas que le nom d'alarmantes, elles le sont vraiment. Elles créent le chaos et perturbent le champ magnétique de notre planète. Les orages géomagnétiques peuvent donner lieu à de magnifiques aurores boreales. C'est vrai, mais nous préférerions tous profiter des aurores boreales dans des conditions normales, ou nous contenter de un bon vieux coucher de soleil au-dessus de l'océan. Heureusement, toutes les tempêtes solaires ne toucheront nécessairement la Terre, même si elles sont plus nombreuses. Pour atteindre notre planète, elles doivent être orientées dans la bonne direction et au bon moment. Cela dit, si cela se produisait, la tempête pourrait ioniser la haute atmosphère et on pourrait dire au revoir à la communication. Cela pourrait en effet provoquer des pannes temporaires pour des systèmes tels que le GPS et la radio, ce qui n'est pas nécessairement un gros problème en soi, mais qui pourrait s'avérer très dangereux s'il se produisait au mauvais moment, comme lors d'un tsunami ou d'un tremblement de terre. Les tempêtes peuvent également endommager les infrastructures électriques, telles que les lignes ferroviaires et les réseaux électriques. Si vous prenez l'avion à ce moment-là, vous risquez d'être exposé à des niveaux de radiation plus élevés. On ne sait pas encore exactement quel serait le danger pour vous, mais cela pourrait être un problème sérieux pour les astronautes dans l'espace. Lorsque les tempêtes solaires perturbent le champ magnétique, cela peut affecter les migrations de certains animaux, comme les tortues de mer, les baleines et les oiseaux. Étant donné que tout dans le règne animal suit généralement l'ordre naturel des choses, qui sait comment ces animaux traverseraient ou même survivraient à de tels changements. Et lorsque le Soleil est au maximum de son activité, les satellites dans l'espace sont également en difficulté. Nous avons plus de satellites dans l'espace que jamais auparavant. Or, lorsque l'atmosphère externe devient plus dense à cause de tous ces changements, les satellites peuvent être poussés dans différentes directions, risquant de s'écraser les uns contre les autres, ou même retomber sur Terre. Ces phénomènes n'y sont cool que dans les films avec des super-héros qui peuvent faire face à ce genre de problème.
Espérons donc que nous éviterons une tempête solaire de grande ampleur, comme celle de Carrington. L'histoire est similaire aux autres. En août 1959, les astronomes du monde entier ont constaté que le nombre de taches solaires ne cessait d'augmenter. Parmi eux, un homme nommé Richard Carrington en faisait partie. Début septembre, il était en train de dessiner les taches solaires quand, soudain, il a été aveuglé par un éclair de lumière. Cela a duré environ 5 minutes, mais c'était spectaculaire. Il l'a décrit plus tard comme une éruption de lumière blanche. Il s'agissait d'une très forte éjection de masse coronale, EMC. Bien que cela prenne habituellement des jours, en seulement 17 heures et 6 minutes, cette tempête a traversé la longue distance qui sépare le Soleil de notre planète, 90 millions de kilomètres, et s'est déchaînée sur nous. Et quand la tempête a commencé, les machines télégraphiques du monde entier ont produit des étincelles. Les opérateurs ont reçu des chocs électriques et le papier a même pris feu. Les gens étaient vraiment effrayés et désorientés parce qu'ils n'avaient jamais vu un ciel aussi clair auparavant. Certains ont même cru que c'était la fin du monde. Le lendemain, les télégraphistes n'y pouvaient toujours pas travailler correctement car l'atmosphère terrestre était encore chargée. Ils ont même réussi à envoyer des messages en utilisant le courant auroral au lieu de l'électricité normale. Mais ce phénomène a aussi apporté quelque chose d'incroyable, à savoir d'étonnantes aurores dans le ciel. Les habitants d'Hawaï et de Cuba ont pu observer de magnifiques aurores boréales, tandis que ceux du Chili ont pu voir des aurores australes. De nos jours, le phénomène s'intensifie lentement mais sûrement. Prenons l'exemple des éruptions solaires. Il s'agit de puissantes explosions d'énergie émises par le Soleil. En 2022, il y a eu 5 fois plus d'éruptions que l'année précédente. La plus grande question de tous les temps est la suivante. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Selon la théorie la plus répandue, il y a environ 13,7 milliards d'années. Avant cette incroyable expansion rapide, l'univers existait sous la forme d'une singularité. C'était un point plus petit qu'une particule subatomique. C'est du moins ce que nous dit la théorie du Big Bang. D'accord, mais qu'y avait-il avant ça? Cette question taraude l'esprit des plus grands cosmologistes depuis au moins 1600 ans. Par exemple, Saint Augustin, théologien du IVe siècle, essayait de répondre à la question de savoir ce qui avait existé avant la création de l'univers. Il parvint à la conclusion que l'expression « au commencement » mentionnée dans la Bible signifiait que rien n'existait avant cette création. Il pensait également que le temps et l'univers avaient été créés simultanément. Les Grecs de l'Antiquité étaient également préoccupés par cette question et ne cessèrent de débattre sur l'origine du temps. Le philosophe et scientifique Aristote, par exemple, était du côté du non-commencement. Il pensait que rien ne pouvait sortir du néant. En d'autres termes, pour qu'il y ait un univers, il faut qu'il y ait quelque chose à partir duquel cet univers peut apparaître. Et puisque l'univers n'a pas pu passer du néant à quelque chose, il doit avoir existé depuis toujours. C'est pourquoi le temps doit s'étendre éternellement vers le passé et vers l'avenir. Au début du XXe siècle, le monde a découvert la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Selon cette théorie, la masse déforme le temps, le rendant un peu plus lent pour, disons, un humain se tenant à la surface de la Terre ou un satellite en orbite autour de notre planète. Sur la base des travaux d'Einstein, d'autres idées ont commencé à émerger, notamment celle selon laquelle l'univers serait né d'une singularité et se serait étendu à la suite du Big Bang. Puis la physique quantique est entrée en jeu. Elle a donné naissance à toute une série de nouvelles théories qui ont relancé les questions sur l'univers d'avant le Big Bang. Et ces idées sont vraiment fascinantes. Certains chercheurs pensent que notre univers n'est que le rejeton d'un autre univers beaucoup plus ancien. Selon eux, la preuve de cette théorie se trouve dans le fond diffus cosmologique ou CMB en anglais, qui est le rayonnement résiduel du Big Bang. Je vous explique un peu tout ça. C'est en 1965 que les astronomes ont observé pour la première fois le fond diffus cosmologique. À l'époque, ils ne savaient pas que cela poserait des problèmes à la théorie du Big Bang, en remettant en cause ses idées et ses postulats. Selon la théorie de l'inflation, une expansion extrêmement rapide de l'univers se serait produite dans les tout premiers instants de son existence. Cette théorie explique les changements de température et de densité dans le fond diffus. Elle affirme également que ces fluctuations devraient être uniformes. Or, les résultats d'une cartographie récente montrent que l'univers est en fait déséquilibré.
les fluctuations sont plus importantes dans certaines zones que dans d'autres. C'est pourquoi certains scientifiques pensent que notre univers est issu du bouillonnement d'un univers parent. Il existe également la théorie de l'inflation chaotique, qui pousse ce concept encore plus loin. Elle suppose une prolifération infinie de bulles, chacune d'entre elles devenant un univers à part entière. Et chacun de ces univers donnerait ensuite naissance à d'autres bulles, ce qui aboutit à un multivers incommensurable. Mais il existe d'autres modèles. Certains sont axés sur la singularité antérieure au Big Bang et sur les trous noirs. Si nous considérons ces monstres de l'espace comme des compacteurs de déchets cosmiques, ils pourraient être les principaux candidats à la compression primordiale. Et notre univers en pleine expansion pourrait donc être un trou blanc issu d'un trou noir situé dans un autre univers. Un trou blanc est un objet hypothétique, doté d'un comportement inverse à celui d'un trou noir. Au lieu de tout aspirer dans ses profondeurs, il rejette constamment de l'énergie et de la matière. Il existe également la théorie de l'univers phénix. Son idée principale est qu'à la place d'un seul Big Bang, l'univers se dilate et se contracte de manière cyclique, rejaillissant à chaque fois qu'il atteint une certaine taille. Chaque cycle commence donc par un univers minuscule et lisse qui grandit progressivement et se déforme peu à peu avec le temps. Et au bout d'un moment, il s'effondre, s'aplanit, avant de repartir à zéro. Bang! C'est ainsi que tout a commencé, il y a environ 13,8 milliards d'années. Et on ne l'a compris qu'au cours des 100 dernières années. Tout ce que nous voyons dans l'espace aujourd'hui, planètes, astéroïdes, comètes, étoiles, n'était tout simplement pas là au début. Dans les années 1920, les astronomes ont eu l'idée qu'il y a très longtemps, l'univers n'était qu'un seul point. Un point extrêmement chaud, des milliers de milliards de degrés, compact et dense, qui a grossi et s'est étiré à une vitesse inimaginable. À un moment donné, de la matière a commencé à voler dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Le Big Bang a été un chaos total, avec des particules minuscules mélangées à de l'énergie et de la lumière. Oui, un désordre sans nom, mais tout de même, dans la première minute après le Big Bang, la base de tout ce qui apparaîtrait plus tard était presque posée. Il n'a fait chaud que pendant cette énorme explosion. Dès que l'expansion a commencé, l'univers a commencé à se refroidir, un peu comme un gaz qui se refroidit lorsque tu le vaporises depuis une bombe aérosol. Pendant ce processus, une partie de l'énergie a en quelque sorte gelé, tout comme l'eau se transforme en glace. Ici, l'énergie pure a été gelée et s'est solidifiée en matière. Une minute après le bang, le refroidissement était toujours en cours, extrêmement rapide et littéralement partout à la fois, puisque l'univers n'a pas vraiment de bord. Ce n'était plus seulement un point compact. La base d'une nouvelle expansion et de tout ce qui allait suivre était en train de se former. Tu te souviens de ces minuscules particules de la première phase de boom de l'univers ? Elles ont commencé à se regrouper, ce qui a formé des atomes d'hélium et d'hydrogène. Il a fallu environ 3 minutes pour que la plupart de l'hélium et tout l'hydrogène de l'espace soient fabriqués. Ces deux éléments sont les plus courants et les matériaux de base qui ont ensuite formé les premières galaxies et étoiles. Ce n'est pas parce que la base était terminée que la création de l'univers s'est arrêtée après ces 2 premières minutes. Il est vrai qu'après cela, aucun nouvel élément n'a été créé pendant des millions d'années. C'est pourquoi la version initiale de l'univers était entièrement composée d'hélium, d'hydrogène et d'énergie. Mais finalement, les atomes ont commencé à se regrouper lentement, ce qui, après beaucoup de temps, a provoqué la création de galaxies et d'étoiles. Des nuages d'hélium et d'hydrogène se sont regroupés et se sont transformés en étoiles qui avaient des forces gravitationnelles. Notre Soleil est également composé de 3/4 d'hydrogène, tandis que le reste est de l'hélium. Donc un quart ? Oui, mais à des stades ultérieurs. D'autres éléments plus lourds ont commencé à apparaître aussi, comme le carbone, le fer, l'oxygène et ainsi de suite. Il ne s'agissait pas seulement de processus chimiques au cours desquels de nouveaux éléments, étoiles ou planètes ne cessaient d'apparaître. L'univers entier est en expansion depuis le Big Bang. Les chercheurs ont réalisé que d'autres galaxies s'éloignent en quelque sorte de la nôtre. Chère galaxie, vous devez arrêter de faire ça. Comment allons-nous découvrir la vie extraterrestre là-bas si vous ne cessez de vous éloigner ? Et ce n'est pas tout. Les galaxies les plus éloignées se déplacent en fait plus vite que celles qui sont proches de notre galaxie, la Voie lactée. L'univers est fabuleux, inconnu, mystérieux, effrayant et complètement silencieux. Imagine que tu flottes dans ta combinaison spatiale quelque part au-dessus de la Terre. Tout ce que tu pourrais entendre, c'est le bruit de ta propre respiration. Rien ne vient de l'extérieur. Comme il n'y a pas d'atmosphère, le son n'a aucun moyen de se propager ou d'être entendu. En parlant de combinaison spatiale, ce truc coûte environ 12 millions de dollars. Ce qui signifie que nous devrons attendre un peu plus longtemps avant d'aller se détendre dans l'espace.
Mercure est la planète la plus proche du Soleil, on pourrait donc penser que c'est aussi la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui remporte le titre de la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une surface chauffée à une température de 450 degrés. Mercure n'a pas d'atmosphère, laquelle est chargée de réguler la température, c'est pourquoi elle ne tient pas la comparaison. Vénus a aussi des journées assez longues, une seule journée équivaut à environ 243 jours terrestres. C'est pratique pour les personnes qui ont des listes de choses à faire assez longues et qui aiment faire les choses lentement. Cependant, Vénus tourne autour du Soleil en 225 jours terrestres, ce qui signifie qu'une année là-bas dure 18 jours de moins qu'une journée. Tu peux fêter 2 fois ton anniversaire en une journée alors ? Génial, mais l'inconvénient est que sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique et il neige du métal. Ce n'est plus aussi amusant, si ? La Terre a ses aspects sympas aussi. Ayant 4,5 milliards d'années et étant la seule planète connue à abriter la vie, elle compte aussi plus d'arbres qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. 3000 milliards, alors qu'il n'y a que 100 à 400 milliards d'étoiles. Nous avons peut-être compté les arbres, mais nous en savons très peu sur nos océans. Seulement 5% de ceux-ci sont explorés, donc nous en savons moins que sur Mars ou la Lune, dont les surfaces ont été entièrement cartographiées. Il est amusant de constater que l'espace n'est qu'à 100 km de nous, en comptant à partir du niveau de la mer sur notre planète. Cela semble si proche que tu pourrais couvrir la distance juste pour aller prendre ton petit déjeuner. Et pourtant, seulement 5% de l'univers est visible depuis la Terre. Il est composé à 68% d'énergie noire, tandis que 27% sont constitués de matière noire, que nous ne pouvons pas voir avec un télescope. Si proche et pourtant si loin. Nous verrons toujours le même côté de la Lune, peu importe où nous nous trouvons sur la Terre. La Lune tourne sur son axe à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone. Les couchers de soleil sur Mars sont bleus. Cela se produit parce que la poussière fine de la planète rouge a la taille parfaite pour que la lumière bleue puisse pénétrer efficacement dans l'atmosphère de Mars. Ainsi, la lumière bleue se disperse, après quoi elle reste plus proche de la direction du Soleil, contrairement à la lumière des autres couleurs. L'univers est plein de merveilles, et l'une d'entre elles est une planète faite de diamants. Elle est 2 fois plus grande que la Terre, et les scientifiques pensent qu'elle est principalement recouverte de diamants et de graphite. Mais pour t'y rendre, tu auras probablement besoin d'une combinaison spatiale à 12 millions de dollars, ainsi que d'un vaisseau encore plus cher, mais si tu parviens à faire l'aller-retour, tu pourrais facilement le rembourser. Les scientifiques ont aussi quelques prédictions sur la fin de tout. Tu es prêt pour ça ? À ses débuts, l'univers entier était dense et compact, il était donc très épais. Mais après environ 400 000 ans, il a continué à s'étendre, ce qui l'a rendu plus transparent. Tout cela a encouragé la libération de lumière que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de fond diffus cosmologique, ou FDC. C'est comme si tu allumais la télé sur une chaîne vide et que tu coupais le câble. Tu verras des points statiques, noirs et blancs, bouger sur ton écran. Ils sont un peu comme le FDC et aussi une rémanence de toute cette énergie qui a été libérée pendant le Big Bang. Le FDC est toujours là, les astronomes peuvent le voir grâce au télescope à micro-ondes. L'expansion ne s'est jamais vraiment arrêtée, l'univers s'étend toujours chaque seconde à une vitesse incroyable, ce qui fait que tous les objets de l'espace s'éloignent les uns des autres en permanence. Nous le savons parce que le Soleil des autres galaxies apparaît plus rouge qu'il ne devrait l'être. Cela s'appelle le décalage vers le rouge, et cela se produit lorsque la source de lumière s'éloigne de celui qui l'observe. Ensuite, il y a la gravité. Elle attire tous les objets de l'univers les uns vers les autres, ce qui explique pourquoi les planètes continuent à tourner autour du Soleil, ou pourquoi notre système solaire tourne autour du centre de la Voie lactée. C'est pourquoi nous restons sur le sol, alors que dans l'espace nous flotterions, puisqu'il n'y a pas de gravité là-haut. Ayant tout cela à l'esprit, les scientifiques ont eu l'idée qu'un jour, l'univers prendra simplement la direction opposée et commencera à rétrécir, ce qui sera connu sous le nom de Big Crunch. Que cela se produise réellement ou non dépend du type de notre univers. S'il est ouvert, il continuera à s'étendre et rien ne pourra jamais l'arrêter. Mais au fil du temps, s'il s'étire, la densité deviendra si faible que les galaxies ne pourront plus former de nouvelles étoiles et que celles qui existent déjà disparaîtront. Lorsque l'espace perdra toute sa lumière et sa chaleur, la vie ne sera plus possible. L'univers restera simplement à un au-delà froid qui continuera à s'étendre dans une obscurité sans fin. Ensuite, Big Crunch ou pas, bang, tout disparaîtra. Heureusement que nous avons des milliards d'années devant nous, n'est-ce pas ? Nous ne serons certainement plus là à ce moment. Boum ! Je vais te parler d'une énorme explosion spatiale qui a fait se dresser les cheveux sur la tête des scientifiques lorsqu'ils l'ont découverte en février 2020. Sa taille et sa puissance sont énormes, même par rapport aux normes cosmiques. Nous avons fixé notre destination sur un groupe de galaxies dans la constellation de la Girafe.
Si nos fusées pouvaient voler à la vitesse de la lumière, c'est aussi rapide que la lumière de l'ampoule de ta lampe qui atteint ton œil quand tu l'allumes, zoom instantané, il faudrait 2,6 milliards d'années pour arriver là où l'explosion a eu lieu dans l'espace. 2,6 milliards d'années. Waouh! Beaucoup de choses se sont passées durant cette période ici sur Terre. À cette époque, les dinosaures n'existaient même pas encore. La toute première forme de vie quittait l'océan pour se diriger enfin vers la terre ferme. Eh bien, nous voyageons plus vite que la vitesse de la lumière et nous arrivons à notre destination. On est sur le ground zero d'une explosion si grande qu'elle serait comme si 600 millions de soleils explosaient simultanément. Sachant que notre Soleil est déjà absolument gigantesque, comme tu le sais, il pourrait contenir 1 million de terres. En fait, 99,8% des éléments qui composent notre système solaire sont le Soleil en lui-même. Les 0,2% restants sont toutes les autres planètes, lunes, astéroïdes et autres corps cosmiques qui flottent autour de notre étoile. Et voici la chose vraiment intéressante. Cette explosion a duré 100 millions d'années, soit le temps entre aujourd'hui notre monde numérique actuel, avec ses smartphones et ses voitures à moteur, jusqu'à l'époque des dinosaures. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette explosion spatiale aux proportions si dingues? Un trou noir, quoi d'autre? Ce monstre a avalé tellement de substances diverses qu'il s'est étouffé et a émis une quantité de faisceaux de plasma. Ils ont traversé l'espace et ont formé un désert cosmique tout autour du site. On pensait que c'était la plus grande explosion de l'univers, mais tôt ou tard, tous les records sont battus. Nous nous dirigeons vers un autre amas de galaxies, celui-ci s'appelle Ophiuchus. Une explosion a retenti ici et elle était 5 fois plus puissante que celle de la girafe. Elle était si grosse qu'on pouvait facilement aligner 15 voies lactées sur sa zone d'explosion. Notre galaxie a plus de 100 000 années-lumière et abrite 200 milliards d'étoiles. Waouh, c'est le bon mot. C'est la plus grande explosion spatiale depuis le Big Bang, la fameuse, celle qui a tout déclenché il y a 13,8 milliards d'années. Quelle était donc la source de cette explosion? Pour répondre à cette question, il nous faut une simple analogie. Tout comme sur la Terre, l'espace a ses propres mégalopoles. Ces New York et Tokyo du cosmos sont énormes, elles aussi. Et quand je dis énormes, c'est parce que je n'ai pas d'autre mot. Je cherche, cela dit. On les appelle officiellement des superamas de galaxies. Au centre des galaxies les plus gigantesques, on trouve un trou noir supermassif. Aujourd'hui, les scientifiques ne savent toujours pas grand-chose sur ces amas. Mais la théorie veut qu'il s'agisse essentiellement d'un tas de choses ou de matières qui se compriment en un minuscule point qui ne peut même pas être mesuré parce qu'il est infiniment petit. Oui, des choses compliquées. Imagine les choses ainsi. Ce serait comme prendre la Terre entière et la réduire à la taille d'un grain de riz. Mais ce grain de riz aurait toujours le même poids que la planète. Tous ces éléments seraient vraiment très comprimés. Donc plus de matière égale plus de gravité. Ce qui signifie que l'attraction d'un trou noir est inévitablement forte. Même la lumière ne peut pas la traverser, d'où la partie noire de son nom. Ce qui est drôle, c'est que nous ne pouvons même pas les voir avec nos yeux. Les trous noirs ne brillent pas et ne reflètent pas la lumière, ils l'absorbent comme on le fait avec les spaghettis. Miam, ça me donne faim rien que d'y penser. Mais revenons aux énormes choses de l'espace qui font boum. Un trou noir supermassif a explosé dans ce superamas de galaxies nommé Ophiuchus. Ce monstre a cessé d'attirer tout ce qui l'entourait, comme le font habituellement les trous noirs. Bien au contraire, il s'est mis à cracher des trucs. Un flux de plasma colossal a traversé l'espace presque à la vitesse de la lumière et a percé une bulle de 1,5 million d'années-lumière de diamètre. Chaque millième de seconde, c'était comme si 20 milliards de mégatonnes de TNT explosaient. Et cela a continué pendant 240 millions d'années. Mais maintenant, j'attire ton attention sur le vrai poids lourd de la Voie lactée. C'est le gars le plus coriace de la galaxie. Un trou noir supermassif appelé Sagittarius A étoile. La masse de cette bête est 4 millions de fois celle du Soleil. Et tu vas aimer ceci, elle n'est qu'à 25 000 années-lumière de notre planète. En termes de rapport dans l'espace, cette chose est comme l'équivalent de notre voisin 2 maisons plus loin dans la rue. Attends, ne panique pas besoin de faire tes bagages et de déménager. Notre voisin a heureusement abandonné son ancienne activité de lanceur de jets chauds dans l'espace. Mais en 2019, il a fait battre le cœur des astronomes. Près de cette étoile, ils ont remarqué un flash 75 fois plus élevé que la normale.
Leur théorie, numéro 1, le trou a englouti une partie d'une étoile qui se trouvait bien trop près pour être à l'abri. Ou bien, numéro 2, un nuage de gaz s'est écrasé sur lui. Après un pic d'activité de 14 heures, l'étoile du Sagittarius A étoile s'est finalement calmée. Ouf! Mais dans le passé, ce géant avait un sacré tempérament et savait mettre le feu à l'espace. Il y a 3,5 millions d'années, nos très anciens ancêtres, genre techniquement ils n'étaient pas encore humains, traversaient déjà l'Afrique à pied. Innocents, ils ignoraient qu'un cataclysme se produisait très loin dans le ciel, juste au-dessus d'eux. Cela a ressemblé à une balise qui s'est allumée tout à coup et a émis 2 faisceaux avec une forme conique. Le tout a été déclenché par un nuage d'hydrogène 100 000 fois plus grand que le Soleil. Il s'est approché un peu trop près et l'étoile Sagittarius A étoile a réagi. Ces jets de plasma ont traversé l'espace pendant 200 000 années-lumière et ont continué pendant 300 000 ans de plus. C'est un claquement de doigts sur l'échelle cosmique, mais les astronomes trouvent encore aujourd'hui des traces de ce boom. Les étoiles à neutrons savent aussi comment déclencher de gros feux d'artifice. Elles apparaissent lorsque des étoiles géantes sont à court de carburant et s'effondrent sur elles-mêmes. Imagine que le Soleil en entier soit comprimé à la taille d'une petite ville. Oui, cela rend les étoiles à neutrons incroyablement denses et lourdes. Une cuillère à café de leur matière pèse environ 10 millions de tonnes. Elles tournent extrêmement vite, des centaines de rotations complètes par seconde. Et pour certaines d'entre elles, elles lancent des faisceaux d'énergie depuis leur pôle, ce qui leur donne l'apparence d'un phare cosmique. L'une des étoiles à neutrons la plus intéressante se trouve dans la constellation du Sagittaire. Comme les trous noirs, elle possède une puissante gravité et attire des tonnes de matière. Tout cela s'accumule dans un énorme disque qui tourne. Cette étoile en particulier était alimentée par l'hydrogène d'une étoile voisine. Elle a englouti sa voisine et elle a absorbé tellement de matière qu'elle s'est mise à chauffer. Le résultat, une gigantesque boule de feu lancée depuis sa surface. Les astronomes en ont été témoins le 20 août 2019. Ils ont vu un flash de 20 secondes qui a illuminé l'espace. C'était l'explosion la plus brillante que la NASA ait jamais vue. L'étoile a dépensé pour cela plus d'énergie que le Soleil n'en produit en plus d'une semaine. Mais bien sûr, rien ne vaut le plus grand boom de tous, celui qui a apporté la vie à notre univers tout entier, selon la théorie la plus répandue. Mais d'abord, un petit retour en arrière. Les scientifiques estiment que seulement 5% de l'univers est constitué d'étoiles, de planètes, d'astéroïdes, de comètes, de nuages de poussière, de toi, moi, ton chinchilla, de toute la vie, en gros de tout ce que tu peux voir de tes propres yeux. Alors, que peuvent être les 95% restants ? Même si ça a l'air louche, c'est la mystérieuse énergie noire et la matière noire. En termes simples, elles sont comme le yin et le yang de l'espace. La matière noire attire les choses les unes vers les autres grâce à la gravité. C'est la colle de notre univers qui maintient tout ensemble. L'énergie noire fait le contraire. Elle fait que les choses se repoussent et s'éloignent les unes des autres. C'est ce que dit la théorie. Et bizarrement, l'énergie noire fait que les choses qui sont déjà loin entre elles s'éloignent de plus en plus. Les scientifiques peuvent même le constater par eux-mêmes. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement de la Terre. Mais ces deux forces n'ont pas toujours été présentes. En fait, il y a environ 13,8 milliards d'années, il n'y avait rien autour. Tout était condensé en un minuscule point infiniment petit. Cela te semble familier ? Oui, ce mystérieux point qui rétrécit à jamais se trouve aussi au centre des trous noirs, et c'est ce qu'on appelle une singularité. C'est là que notre science et nos maths s'effondrent. C'est la chose la plus déconcertante qui soit. Mais un jour, ce point incroyablement dense et chaud a commencé à s'étendre dans toutes les directions. Et il a grandi plus vite que la vitesse de la lumière. Il a doublé sa taille 100 fois en une fraction de seconde. Si tu veux plus de détails, c'est 1/100 de milliardième, de trillionième de seconde. Oui, plus le temps passait, plus elle grandissait vite et plus elle était grosse. Et elle s'est agrandie depuis, comme si on faisait exploser un ballon qui n'éclate jamais. Les scientifiques ont appelé cette expansion le Big Bang. Et voilà,